Alors, qu'est-ce que ça veut dire le VEI? En fait, c'est comme la magnitude d'un séisme. Les séismes ont une magnitude qui vont de, il n'y a pas de limite, mais enfin, en gros, ça va jusqu'au 9,4 pour les plus importants. Alors, comme il n'y a pas de magnitude pour les volcans, ont été créés un VEI qui veut dire Volcanic Explosivity Index, c'est-à-dire un indice d'explosivité volcanique, et qui va en fait de 1 à 8. Ça a été créé par mes collègues Newhall et Self, hein, des collègues que je connais, qui sont américains, qui sont des amis. Et donc, on va dire que le Tambora, ça a été le VEI 7. Hawaï, souvent, c'est 1 ou 2. Donc VEI 7, c'était pas le plus important. Donc c'est vrai qu'une super éruption, c'est un VEI 8, et même parfois maintenant, j'en parle souvent dans mon livre Volcanologie, ça atteint le 9. C'est donc lié à l'énergie et au volume. Donc c'est vrai qu'une super éruption a un VEI, qui est donc en fait un chiffre qui est lié à son volume et à son énergie, qui va le chiffre 8, voire le chiffre 9. Est-ce qu'on connaît tous les volcans qu'il y a sur Terre? C'est Cédric 22 400 qui pose la question. A-t-on cartographié ou découvert tous les volcans terrestres et marins? Alors, les volcans en tant que relief, oui. Est-ce que les volcans actifs sont tous connus? Je dirais non. Les 1550, on n'est pas à l'abri d'en découvrir un nouveau. Moi-même, quand j'ai commencé mon livre Volcanologie, j'avais fait une carte des principaux volcans actifs. J'ai été amené à en rajouter d'une façon ou l'autre. Par exemple, quand le Pinatubo aux Philippines a fait une éruption, il n'était pas vraiment connu en tant que tel. Quand le Chaitén au Chili a fait une éruption, il n'était pas connu en tant que tel. Donc, on n'est pas à l'abri qu'un volcan qui n'est pas repéré comme étant actif, qu'on pense vraiment éteint, endormi, se réveille. Et donc, on se rendra compte qu'on ne l'avait pas identifié. Bon, c'est très peu, hein, mais on n'est pas à l'abri qu'un tous les 10 ans ou un tous les 20 ans, volcan nouveau soit pointé parce que, non pas qu'il apparaît, mais qu'il existait déjà, mais on ne s'était pas rendu compte qu'il avait fait une éruption si récente que cela, parce qu'on connaissait mal les produits ou mal son histoire. Bon, Jacques-Marie, on voit que tu connais les volcans comme ta poche. Un internaute pose quand même la question, est-ce qu'il y a un volcan que tu n'as pas encore vu et que tu aimerais voir? Bon, c'est vrai que j'en ai vu beaucoup. Il y a des volcans que j'ai pas encore vus, notamment en Amérique du Sud, effectivement, en Colombie, au Pérou. Mais effectivement, j'en ai vu beaucoup. Puis il y a certains que j'aime bien aussi revoir. Donc c'est vrai que bon, mes volcans prédilection, c'est un peu les Antilles, c'est le tour du Pacifique, c'est les volcans explosifs, effectivement. Mais voilà, c'est un peu le hasard des éruptions, le hasard de l'actualité qui fait que je vois tel ou tel volcan. Donc j'ai pas de réponse précise à donner sur cette question-là. J'ai encore des trous à combler, j'en garde pour les années à venir. Hein. Comme on dit, dans une pâtisserie, on ne mange pas tous les gâteaux le premier jour, il faut en garder pour la suite. Donc, j'ai encore des volcans en réserve pour d'autres années à venir. Bon, moi, on ne me pose pas la question, mais je vais quand même y répondre parce que des volcans, j'en ai pas vu beaucoup, mais il y en a un que j'aimerais bien voir, c'est le volcan Lascar au Chili parce qu'il porte mon nom. Je ne sais pas si tu l'as vu, le volcan Oui, mais Lascar. je l'ai vu de son pied. Bah, il fait quand même 5 mètres de hauteur. Hein. Il Effectivement, est plus grand que moi. il a un joli nom, un nom de volcan. Alors, il y a une question qui revient. Alors, est-ce que l'humanité est en danger avec les volcans connus aujourd'hui? Une petite mouche en basket, c'est la question qu'elle pose. Bon, on a tourné autour de cette question. Hein. Oui, Vous pourrez revoir le replay de l'émission hein, si vous n'avez pas vu le début. Ça sera. on peut dire quand même qu'une super éruption pourrait créer une catastrophe écologique. Hein. Si Yellowstone faisait une super éruption, on va dire, dans les années à venir, ça serait quand même 100 km à la ronde qui seraient détruits comme par une bombe atomique. Ça serait les États-Unis sous la cendre, plus aucune voie de communication, plus aérienne, maritime, terrestre, par train. Et il y aurait un tel refroidissement parce qu'il y aurait tellement moins de rayons solaires qu'on pense que l'hémisphère nord perdrait 10 degrés de température sur 10 ans. Ça voudrait dire qu'il y aurait une vague de froid sur l'Europe, notamment les ports d'Anvers et d'Hambourg seraient pris par la glace. Donc ce serait une catastrophe écologique très importante. Donc l'humanité, qui est quand même fragile et qui est performante mais fragile, serait quand même très impactée. Donc peut-être pas la fin de l'humanité, mais ça serait une catastrophe qu'il faut mieux pas imaginer. Draxley pose la question d'où est venue la passion des volcans? C'est vraiment, ça t'est tombé dessus? T'es tombé dans. Obélix, il tombe dans la marmite, toi, t'es tombé dans le Oui, volcan? enfin, moi, disons que je suis tombé dans la géologie, c'est-à-dire que j'ai toujours été passionné par le monde minéral, par les fossiles, par les minéraux, par les roches. Et c'est vrai que dans l'esprit des gens, la géologie, c'est toujours le passé, c'est toujours des vieilles roches, des vieux fossiles. Et pour moi, la volcanologie, c'est l'aspect vivant de la géologie, c'est l'aspect actuel et même d'avenir de la géologie. C'est l'aspect vivant, c'est l'aspect sport et aventure. Donc pour moi, la volcanologie, c'est le top de la géologie. Donc c'est vrai que quand je prélève une roche volcanique qui est en fusion et qui se refroidit sous mes yeux, j'en prends un morceau avec le marteau, cette roche, elle est plus jeune que moi. Y a-t-il une grande différence de dangerosité entre les éruptions de volcans ou de supervolcans terrestres et sous-marins? Demande Chocolatine Matinale.
Alors, les éruptions sous-marines, on n'en a pas parlé effectivement pour l'instant. Alors, une éruption sous-marine profonde ne fera pas de dégâts humains parce que effectivement, elle fera une éruption sous-marine, ça fera souvent plutôt des coulées de lave, tout ça. Par contre, ce qui est très dangereux, c'est une éruption qui est côtière. Donc, soit côtière côté continent, soit côtière côté océan, mais peu profond. Donc, à ce moment-là, l'eau peut vaporiser, peut augmenter de l'explosivité. Donc, c'est une éruption qui devient ce qu'on appelle hydromagmatique et qui devient à ce moment-là très dangereuse et en plus qui peut créer un tsunami. Donc, c'est vrai qu'une éruption, on va dire, à la limite mer-continent, comme c'était le cas du Krakatoa, par exemple, en Indonésie, en 1883, puis il y a eu une nouvelle éruption plus récemment, c'est des volcans très dangereux parce que finalement, le tsunami se rajoute le tsunami d'origine volcanique, hein, j'entends, se rajoute à l'éruption elle-même. Donc, ça peut être effectivement très dangereux. Donc, on ne peut pas comparer, hein, parce que les dégâts à la fin, ça dépend aussi du lieu, de la population, de l'habitation. Donc, c'est vrai que deux éruptions identiques au niveau VEI, au niveau énergie, auront des effets très différents selon qu'elles sont dans une région habitée ou pas. Entre un volcan au Japon et le même au Kamchatka, le frère au Kamchatka, le rapport de risque, il est de 1 à 100 000. Quoi. Au Japon, ça ferait des gros dégâts. Au Kamchatka, il n'y a que des morses ou des pingouins ou des aigles. Donc, ça fera des dégâts, bien sûr, écologiques, mais pas de dégâts humains. Beaucoup de questions, là, on va essayer de répondre un peu rapidement. Question cinéma, pose Hakim 90-100. Si on tombe dans un volcan, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fond comme dans un film? Il y avait eu un fait divers à Yellowstone à propos duquel je t'avais posé des questions, d'ailleurs, Jacques-Marie. Il y a quelques années, on avait fait un article sur le site web de Science et Avenir avec un touriste qui avait glissé, qui était tombé au fond d'un... Alors, c'était pas un cratère, mais il était tombé dans un site avec de l'eau à très grande température et on n'avait rien trouvé de lui, quoi. Hein. Donc, je pense pas confondre, mais il se passe quelque chose. Hein. On brûle. On va dire que si on tombe dans un volcan en activité, si la température est à plusieurs centaines de degrés, le corps brûle. Voilà, c'est comme une combustion, comme quand on se fait incinérer quelque part. Le volcan sous-marin au large de Mayotte, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à en dire? C'est Gilles Réunion. Oui, bien sûr, s'il est français, hein. Enfin, ou quasiment, effectivement, il fait parler de lui. C'est un volcan sous-marin qu'on connaissait mal, qui est actif depuis maintenant plus d'une année, presque 2 ans, qui fait beaucoup de micro-séismes et qui est très surveillé donc par l'Institut de physique du globe, et qui n'est pas près d'émerger. Il est profond, puis il est loin de Mayotte, hein, mais bon, il est surveillé parce qu'en plus, c'est nouveau au niveau scientifique. Hein, il a quand même produit beaucoup de quantités de matériaux, et donc il est surveillé, donc à suivre. Alors, Jacques-Marie, il y a eu plusieurs questions. On est à 10 minutes de la fin, hein, puisqu'on n'est plus très loin de 19h. J'ai des choses à montrer, alors je ne sais pas si je vais les montrer ou pas. Si, mais évidemment, oui, je t'avais demandé si tu as un peu d'équipement voilà, à nous montrer. Je vais vous montrer quelque chose, voilà, c'est ça. Alors, on va parler des volcans extraterrestres. Hein. Je vois qu'il y a Quartzal qui pose la question, on va en parler, mais oui, peut-être que tu nous montres quand même, c'est dans la besace quoi, du volcanologue, il y a quoi dans Voilà, donc je vais vous montrer quelque chose, je vais vous le montrer comme un symbole de volcan. Ça, c'est du soufre qui vient d'Indonésie, qui vient du Kawaïjen. Voilà, donc en fait, il va dans le sens, hein, il a coulé. Hein, donc voilà, c'est quelque chose qui m'a été donné par un mineur de soufre, hein, que je ramène, un échantillon que j'aime beaucoup. Et puis c'est vrai que quand je pars sur un volcan, il y a des choses très simples à emmener. Hein, donc mon outil de tous les jours, c'est mon marteau. Voilà, donc mon marteau. Notre devise, c'est une devise en latin, c'est mente et maleo, c'est-à-dire par l'esprit et par le marteau. Donc le marteau du géologue, c'est un marteau qui est incassable, mais par contre, on peut arriver à en perdre. J'en ai perdu plusieurs dans différents continents, mais c'est un marteau qui est incassable et qui me sert à prélever mes échantillons. Donc mon marteau, c'est mon outil principal. On dirait le piolet d'un alpiniste aussi, non? C'est pareil. Il a un côté pointu pour gratter les cendres, un côté plat pour casser les laves. Et vous voyez, il est formé d'une seule pièce, c'est-à-dire le manche et la masse sont reliés d'un seul tenant, donc il ne peut pas se déchausser, il ne peut pas se démancher. D'accord. Voilà, j'ai aussi mon casque. Intéressant, notre chaîne, dit une petite mouche en basket. Il faut s'abonner à la chaîne Twitch de Science et Avenir. Voilà, hein. le casque de volcanologue. Jeudi, on fait partager notre passion des sciences. Le casque du géologue. Donc le casque, c'est pareil, c'est l'ami du volcanologue, protection, et il est très léger. Donc c'est un très grand compromis entre légèreté, efficacité et rigidité. Donc il nous protège bien sûr pas d'une bombe d'une tonne, hein, mais si on prend une pierre qui a la taille d'une noix, ça peut tuer quelqu'un quand elle retombe vite à grande vitesse, ça peut nous sauver avec un casque. Et puis effectivement, quelque chose qui est très utile sur un volcan, c'est ce qu'on appelle un masque à gaz. Voilà, donc un masque à gaz, vous voyez, donc qu'on met sur le nez comme ça.
qu'on a derrière, on met comme ça. Et donc, sur ces deux côtés-là, on peut visser des cartouches. On visse des cartouches qui sont des filtres, en fait, contre des gaz nocifs. Donc, on a deux cartouches qui, bien sûr, s'usent rapidement s'il y a beaucoup de gaz toxiques. Et donc, on doit changer régulièrement, tous les quarts d'heure, par exemple, en mettre des nouvelles. Donc, on part avec des cartouches vierges et scellées dans nos poches en réserve en cas de coup dur. Bon, ça marche contre le coronavirus? Oui, peut-être, pourquoi pas. Je ne vais pas essayer. Alors, plusieurs questions tournées autour des volcans ailleurs que sur Terre. Effectivement, on en trouve sur Mars, on en trouve sur Vénus. Il y avait eu il y a un travail de recherche qui a été fait il y a quelques années qui pense que le déhanché de la planète Mars, qui est un peu qui n'est pas tout à fait bien droit sur son axe, viendrait peut-être d'une super éruption qui l'aurait déplacé, qui l'aurait désaxé. Qu'est-ce qu'on en sait des volcans extraterrestres, Jacques-Marie? Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup et j'ai beaucoup modifié dans mon livre, justement, parce que dans mon travail à l'Université Paris-Saclay, je fais partie d'une équipe qui s'appelle Planétologie, Volcanologie. Donc, on étudie les planètes, les volcans et les volcans des planètes. Donc, tout à l'heure, tu as fait allusion au travail qui a été fait sur Mars, qui aurait basculé. C'est un de mes collègues, Sylvain Boulet, qui l'a mis en évidence Voilà. avec des gens de son équipe, qui a montré que Mars aurait basculé sur son axe à cause de différents phénomènes complexes. Donc, c'est effectivement. Et effectivement, maintenant, Mars est assez bien connu. On a une vraie cartographie de Mars, une vraie planisphère de Mars. Et Mars, ce qui est étonnant, c'est une petite planète qui n'a que 22 volcans, mais ces volcans, ils sont géants. Donc, le plus grand volcan, quelqu'un dit, le mont Olympe, c'est un volcan qui est grand comme la France et qui est haut comme 3 fois l'Everest. Donc, c'est marrant qu'une petite planète fasse des gros volcans. Pourquoi? Parce que ces volcans, comme il n'y a pas de technique des plaques, ces volcans, ils vivent très longtemps. Au lieu de vivre 1 million d'années comme sur Terre, puis de se déplacer, ils peuvent vivre 1 milliard d'années. Donc, ils deviennent géants. Ils ne bougent pas, ils deviennent géants. Alors, Vénus, c'est la sœur. Alors, juste, je fais une petite parenthèse sur Mars, excuse-moi, Jacques-Marie. C'est pour dire que si vous êtes intéressé par la planète Mars, vous pouvez revoir l'émission qu'on a faite il y a 15 jours avec le planétologue François Forget, où on a parlé longuement de Mars. Et puis, je vous renvoie aussi sur le site web de Science à Avenir, parce que la semaine qui vient de s'écouler a été une semaine très martienne, parce qu'on a vu arriver 2 missions martiennes sur la planète rouge. Il y a eu une mission qui s'appelait Hope Al-Amal en arabe, parce que c'est une mission des Émirats arabes unis. Elle est arrivée, je crois, mardi sur Mars. Et le lendemain, on avait la mission chinoise qui arrivait aussi à destination. Donc, tous les papiers sont sur le site web de Science et Avenir. Jacques-Marie, tu allais parler de Vénus. Oui, alors Vénus, c'est une planète sœur de la Terre, mais la différence, c'est qu'il n'y a pas de plaques. Il n'y a pas de technique des plaques. Pourquoi on n'en sait rien? Donc, en fait, au lieu d'avoir des volcans, justement, interplaques comme sur la Terre, sur Vénus, les volcans sont aléatoires. Donc, il y en a partout. Il y en a beaucoup. Et certains pensent qu'il y en a peut-être des volcans actifs actuellement. Sur Mars, tous les volcans sont éteints. Mais sur Vénus, certains sont peut-être actifs. On ne sait pas, parce que comme Vénus a beaucoup d'une atmosphère très, très riche en gaz carbonique, les gaz des volcans se noient dans l'atmosphère. On a une mauvaise visibilité. Donc, on n'est pas sûr qu'il y ait des volcans actifs actuellement. En tout cas, il y a des volcans très récents. Et les volcans, ça ne peut être que par définition sur les planètes telluriques. Donc, il y a Mercure encore, peut-être, non? Alors, Mercure, c'est des anciens volcans. La Lune aussi. C'est des planètes qui sont trop petites, qui sont mortes. Par contre, certains satellites des grandes planètes sont volcaniques, notamment c'est Io, qui est la plus intéressante. Io, c'est un petit satellite qui est gros comme la Lune, mais de Jupiter, et qui, en fait, est déformé par Jupiter par des effets de marée. Alors, il faut savoir que la Lune et la Terre interréagissent, mais la Terre, elle bouge de, mettons, moins d'1 mètre à cause de la Lune pour faire des marées. Il faut savoir que Io vibre à cause de Jupiter de plusieurs centaines de mètres d'altitude. Donc, la surface de Io gonfle de plusieurs centaines de mètres et réduit en 21 heures. Et il y a un tel effet de marée que ça fait un volcanisme parce que ça réchauffe bien sûr les terrains. Et donc il y a un volcanisme formidable sur Io avec des valeurs 10 fois plus importantes que sur Terre. Donc des lacs de lave qui font 200 km de diamètre, des coulées qui font 1000 km de long, des panaches qui font 200 km de hauteur. Donc Io, ça a été donc étudié par Voyager il y a déjà longtemps, la sonde Voyager, puis plus récemment par la sonde Juno, et a montré beaucoup de choses. Et donc bien sûr en ce moment, les volcanismes des autres planètes font partie des sujets qui nous intéressent beaucoup. Alors, je dis merci, là, je dis merci. Alors, Jacques-Marie, je vais te dire merci, mais là, je dis merci à nos internautes, à oui, bien sûr. BF Internet 2, parce que BF Internet 2 a pris un abonnement
à la chaîne Twitch de Science et Avenir. Et je crois qu'il devient notre premier sub, comment on dit, je ne sais pas, je suis un peu plouc là-dessus, il va falloir que vous m'appreniez tout ça. Jacques-Marie, on a parlé de Mars, on a parlé de Vénus, on a parlé des satellites. Voilà, il y a du volcanisme ailleurs que sur Terre. On dit sub. Voilà, tout le monde me dit sub. Eh bien, merci à tous ceux qui nous donnent des subs. Merci à ceux qui nous regardent. Hein. Il faut parler de cette chaîne Twitch pour qu'il y ait toutes les semaines encore plus de monde qui viennent. Jacques-Marie, ta grande passion, ton autre grande passion, c'est le cyclisme. Oui. Hein? Alors, Oui. je ne sais pas, si le Vésuve était un cycliste, ce serait qui? Le Vésuve, ça serait un attaquant, Alaphilippe, par exemple. Bon, et alors le cycliste le plus connu aujourd'hui, c'est qui? Parce que moi, j'y connais rien en cyclisme. Oh, disons, en France, c'est Julian Alaphilippe, on a un champion du monde. On va dire, au niveau mondial, c'est discuté. Il y a un Colombien qui est célèbre. Il y a deux Slovènes qui sont très brillants, Roglic et Pogačar. Voilà, donc il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui changent. Donc c'est vrai qu'actuellement, il y a eu un Tour de France très intéressant la dernière fois, avec des jeunes qui ont pris le pouvoir, et avec bon, Roglic, c'était un ancien, mais Pogačar, Alaphilippe, on a Arnaud Démare en France aussi. Alors, et Arnaud Démare, si Arnaud Démare était un volcan, ce serait quel volcan? Alors lui, ça serait, je Un pense, petit jeune plein de potentiel. quelqu'un qui est rapide. Ça serait aussi la montagne Pelée, peut-être avec des nuits ardentes rapides, pourquoi pas? Bon, écoute, Jacques-Marie, on va finir sur ces mots. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce Twitch de la chaîne de Science et Avenir. Si j'en juge aux questions qui ont été nombreuses, j'ai l'impression que ça vous a plu. Jacques-Marie, tu es l'auteur de nombreux livres sur la volcanologie. On peut renvoyer à ton site qui s'appelle Volcanmania. Volcanmania, on tape sur Google Volcanmania, vous allez le trouver facilement et vous verrez plein de papiers, plein de références. Mais en tout cas, Volcanologie, c'est un livre qui vient de sortir chez Duno. Il y a vraiment toutes les infos sur les volcans, là, vous ne trouverez pas mieux. Et puis, il y a de belles photos. Science et Avenir, ça n'est pas qu'une chaîne Twitch, c'est évidemment un beau magazine qui sort tous les mois. Science et Avenir, la recherche, c'est le numéro qui est en kiosque actuellement. Le cousin La Recherche a son magazine trimestriel qui est devenu un MOOC, c'est-à-dire un magazine livre qu'on peut trouver à la fois en kiosque et dans les librairies. Ça, c'est le dernier numéro sur l'origine du vivant. Je remercie Valentin Collia, journaliste, community manager à Science et Avenir, qui s'est occupé de toute la techno, qui nous a fait un petit coucou à un moment et qui est avec nous là, et sans qui il n'y aurait pas d'émission. Cette chaîne Twitch de Science et Avenir, pour nous, pour la rédaction de Science et Avenir, c'est l'idée de faire partager notre amour des sciences toutes les semaines dans un direct qui a lieu déjà tous les jeudis à 17h30 pendant 1h30 avec un grand scientifique, une grande scientifique. Cette semaine, c'était Jacques-Marie Bardenzef, le volcanologue, enthousiaste et passionné. Et je le remercie chaleureusement, c'est le cas de le dire, d'avoir passé ce moment avec nous. À bientôt et à la semaine prochaine. Merci pour votre invitation et merci à tous les internautes pour ces questions passionnantes. Et puis, on a fait le tour de la volcanologie, donc merci à tous. On peut vous faire de la pub sur Twitter? Oui, il faut nous faire de la pub sur Twitter. C'est sur Twitter que ça se passe de nos jours. Alors allez-y, une petite mouche en basket, il faut faire de la pub sur Twitter. À bientôt. Au revoir.